David, bienvenue chez toi. Bah merci. Adam, bienvenue chez David. Merci. Les chers spectateurs, bienvenue dans ce nouveau podcast qui n'a pas encore trouvé son nom. Bon, le but aujourd'hui, ça va être de parler de podcast en général, justement, vu qu'on est en train d'en faire un, et du business qui est autour des podcasts. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer cet endroit? Donc on fait un podcast sur le podcast. Let's go. Pas de souci. C'est un peu méta, j'aime bien. Adam, est-ce que t'es chaud de commencer par te présenter? Ouais, bien sûr. Moi, c'est Adam. Je suis étudiant à l'IAD depuis maintenant 1 an. Je suis en bac 2. J'ai commencé à travailler chez Dieu Média à la base. Avec David, on faisait des TikTok. Et puis, je me suis vite rendu compte que c'était pas juste des TikTok à l'iPhone, mais que c'était des TikTok qui étaient produits avec des grosses caméras. Et donc, c'est ça qui m'a tout de suite plu. Et puis, il y a Vertical View qui a été lancé. Et depuis qu'on a commencé la prod, je suis super heureux de voir jusqu'où on est venu avec le studio de podcast et même avec les tournages pour d'autres personnes. Ouais, Adam, le premier employé du coup. Donc maintenant, on Attends, est. ça fait combien de temps là? Ouais. Ça fait 1 an et 2 mois. Ouais, 1 an et 2 mois, ouais. Si. Adam, qui était le premier, maintenant, ils sont 5 employés, plus moi maintenant. Ouais, j'ai arrêté d'avoir les cadres employés du mois. Ouais. Ah merde. Et c'est qui maintenant, ce mois-ci, l'employé du mois? Moi, j'ai pas encore décidé. Je sais pas s'il mérite. Je sais pas s'il mérite. mérite parce que je me dis, c'est moi qui achète les cams, c'est moi qui paye les salaires, enfin, c'est moi qui m'investis le plus dans la boîte en fait. Ouais, mais c'est nous qui vont faire les tournages et toi, t'envoies des emails. Il y a pas moyen de faire une tournante, genre. Une tournante, genre celui qui paye les... Ouais, genre ce mois-ci, c'est toi qui payes les salaires, quoi. Mais moi, ce mois-ci, je travaille pas. Je suis pas dispo. Ok, nickel. Rends le polo. Le polo, je le garde. Non mais voilà, Adam, très très bon élément dans la boîte. Alors, pour dire, il est même vidéo editor lead. Il arrive à monter des vidéos avec une main. Non, mais sans le clavier même. C'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça parce que du coup, genre quand je lui ai donné ce titre, quand on a commandé les cartes de visite, il y avait que lui en tant que monteur. Il m'a dit, c'était un peu une vanne, tu vois. Il m'a dit pourquoi t'as mis lead sur mon titre alors que je suis tout seul. J'ai dit t'inquiète. Et du coup, 4 mois plus tard, il y avait 3 monteurs de plus, quoi. Donc maintenant, ça a un peu sens de lead. Ok, merci dans ta présentation. Et David, en 2020, t'avais 450 abonnés sur Insta. Et là, après 4 ans, t'as quoi, 150 000 abonnés sur Insta. T'es conférencier. T'as été présentateur à la télé. T'as été invité sur le porte-avions Général de Gaulle. T'as été invité à la Maison Blanche dans une réunion privée de l'OTAN. Il s'est passé quoi? T'as mangé du billon, quoi? Non, déjà, oui, ça fait très plaisir la petite évolution parce que quand on s'est connus, j'avais en effet 450 abonnés sur Insta. Maintenant, on est 170 000 sur Insta, plus de 400 000 sur TikTok, un peu plus de 40 000 sur YouTube, donc ça marche très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 dernières années? J'ai fait des vidéos qui ont, on va dire, contribué à avoir une image publique quali, qui est le gars qui t'apprend des trucs, le gars sympa, sans prétention, en restant pas prise de tête, simple, apolitique. Et ça a plu à pas mal de gens. Et c'est vrai que c'était quand même... Maintenant que tu le dis, je me rends compte quand même que le fait de rien d'avoir été à la Maison Blanche, c'est un truc de... On peut pas aller à la Maison Blanche, en fait. Même le porte-avions, c'est le genre de choses that money can't buy. Genre, même avec beaucoup d'argent, tu peux pas y aller, en fait. Donc c'est là que tu te dis, ouais, c'est vachement cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça. J'ai fait des vidéos dans lesquelles j'apprenais des trucs aux gens, dans lesquelles j'ai fédéré les étudiants aussi dans un premier temps. J'ai jamais arrêté. Je me suis entouré d'une bonne équipe, l'air de rien, parce que c'est aussi ça qui fait que j'ai pu maintenir le cap. C'est le fait d'avoir eu Adam quand j'ai terminé mes études. J'étais pas tout seul, quoi. J'avais mon premier employé et on a pu justement développer les réseaux. D'ailleurs, on a pris beaucoup d'abonnés ces derniers temps et fait pas mal d'argent, investi dans du matériel aussi. Et du coup, je dirais que ouais, j'ai fait des vidéos, des trucs sympas et j'ai jamais arrêté et ça a pris, quoi. Ok, mais là, tu dis que t'as pris un premier employé, mais là, c'était plus en tant qu'influenceur. T'as déjà sauté l'étape de « Ok, j'ai Vertical View, là ». Même pas. En fait, d'abord, en tant que créateur de contenu. Ah, c'était déjà à ce moment-là? Ouais, c'était déjà à ce moment-là. Avant même de faire la prod, en fait, moi, j'ai toujours délégué ce qu'il fallait déléguer. J'ai vu l'aspect business avant de voir le côté influenceur. Et j'ai compris que si je prenais un cadreur, je pouvais filmer 4 heures d'affilée sans me sentir redevable envers un pote qui veut faire une pause ou aller boire une bière. C'est moi. Ouais, mais avant Adam, il y en a eu d'autres. Hein. Avant Adam, il y avait des freelances parce qu'Adam, il est arrivé directement en tant que student, du coup, avec un contrat d'employé à la base, c'était 12 heures par semaine. Je pense plutôt 20 par semaine. J'ai même fait 10 heures semaine, je pense. 10 heures semaine à la base. Ça a tenu 2 semaines peut-être. Ouais, voilà. Grand max. Mais non, en fait, c'était vraiment ce côté, en déléguant à un cadreur, je vais pouvoir filmer plus, faire le montage derrière. Puis j'ai compris qu'en déléguant à un monteur, j'allais pouvoir faire plus, déléguer derrière. Au début, c'était que pour ma partie influenceur, parce que l'air de rien, ça paye quand même. Quand tu sors des TikTok et que dans l'eau, tu mets 2-3 collabs, ça peut vite chiffrer. Donc, je payais mon équipe avec ça et ça me permettait aussi de me concentrer sur la partie développement et faire les trucs kiffants, quoi.
quand tu vas en conférence ou quand tu vas aux États-Unis, par exemple, t'as pas le temps de faire tes montages, t'as pas le temps et en fait, tu perds de l'argent si tu le fais. Donc, j'ai vite délégué ce qui me faisait perdre de l'argent si je le faisais et aussi ce qui me faisait kiffer le moins. Parce que dans la vidéo, tout le monde dit que le montage, on adore, mais Personne n'adore le montage. personne n'adore le montage. Attends, c'est une t'as déjà vanne. entendu quelqu'un dire qu'il aimait le montage? Parce que pour en avoir fait, ça me fait chier à un point. Moi, je le disais au début. Mais après, bon. C'est ton métier, mec. Ouais, bon, c'est pas grave. Ce qu'on peut, hein, tu sais. C'est pour ça qu'il est passé lead, pour faire moins de Je montage. passe lead. Comme ça, je peux juste donner mon avis. Moi, je voulais juste donner mon avis, en fait, sur les vidéos. Ouais, le cut, tu peux le mettre 10 secondes plus tard, s'il te Mais plaît? est-ce que t'as des compétences techniques? Je sais pas. Pourquoi t'es embauché, en fait? Moi, je sais brancher des câbles XLR dans le Ok. micro. J'ai lancé l'enregistrement. Après, Ok, et il y a un truc qui t'a fait genre, bien connaître, le concept apprendre quelque chose. Réexplique pourquoi est-ce que tu kiffes faire ce concept. Le concept d'apprendre quelque chose? Ouais. Bah, déjà, c'était un concept qui est arrivé. C'était un des premiers concepts micro-trottoir. Déjà, le tout premier micro-trottoir que j'ai fait, c'était avec toi. Et c'est toi qui me filmais. C'était un quiz de culture G. Donc, on a toujours voulu rester du coup dans la niche smart, on va dire. Smart et sympa. Le concept d'apprendre quelque chose, il est magnifique parce que tu vas à la rencontre des gens. Tu les fais briller. C'est eux qui créent ton contenu. Et c'est toi qui fais les vues, en fait. Donc, c'est exceptionnel. Pour peu d'avoir un peu de conscience pro pour vérifier l'édito et pas mettre n'importe quoi, t'as une mine d'or de contenu. Et bah, du coup, les gens viennent t'apprendre des trucs, quoi. Enfin, c'est eux qui créent le contenu, qui ont envie de briller et qui brillent au final. Moi, je suis plus là en tant que relais qu'en tant que personne quand je fais, quoi. Ah non, c'est excellent comme hack pour créer du contenu, parce qu'au final, tout le monde a envie de partager un truc, et tout le monde sait un peu des choses intéressantes à partager. Mais c'est un peu ce que tu fais avec ton podcast, en fait. Tu viens, tu nous invites et tu nous demandes de t'apprendre des trucs. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des personnes qui sont intéressantes et initiées dans leur domaine d'expertise, et ils vont te partager des trucs, et en fait, ils créent pour toi du contenu. Et un peu comme Légende, concrètement, Guillaume Play, il invite des gens. C'est juste qu'il est excellent pour poser les questions très fluidement et être très authentique dans les conversations. C'est incroyable. Il faut après, pas nous, Guillaume Play, hein, on sait qu'il y a des cuts. Hein. Nous aussi, on fait des podcasts, on sait comment ça marche. Ok, et c'est quoi qui a fait que tu as décidé à un moment de créer, au-delà de juste du contenu pour tes réseaux, Vertical View? La boîte de prod qui crée du contenu pour tout le monde. Bah, en fait, c'était vraiment une volonté de réutiliser un peu mes cams. Parce que le problème, quand tu es devant la caméra, c'est que tu ne manipules pas les caméras. Et t'avais envie de Et manipuler j'avais envie de manipuler la caméra, ouais, j'avais envie de sentir l'objectif dans ma main, j'avais envie d'appuyer sur Rec. Moins de faire le montage, mais on le fait quand même. Non, le montage, c'est pas qu'on n'aime pas, mais quand il y en a beaucoup, c'est la pile de trucs qui s'accumulent, tu vois. Autant un tournage, c'est excitant, autant le montage, ça arrive après le tournage que t'as déjà fait, t'as l'impression d'avoir eu ton reward, mais en fait, non, t'as encore une couche de taf. Non, mais Vertical View, en fait, c'était pour deux choses. J'avais envie de faire de la prod, enfin on avait envie de faire de la prod parce que c'était aussi non mais vraiment Moi, j'en pouvais plus de faire du vertical. Hein, non mais vraiment hein, c'est Comment ça? Oh, le vertical, c'est chouette, hein, mais 10 minutes, quoi. Non, en vrai, ce qui est chouette dans les verticales et dans les réseaux, c'est vraiment de pouvoir s'adresser sur une autre plateforme à un public qui va plus vite voir notre contenu que certaines personnes n'ont pas forcément le temps de voir des grosses vidéos YouTube. Ouais, mais toi-même, faut dire le contraste, c'est que toi, tu fais des études de cinéma. Ouais, Donc en fait, le contraste, il est là, en fait. Nous, quand on est arrivé avec Vertical View, c'était toute l'expertise qu'on avait appris pour faire mes TikTok, qu'on a mis à disposition des autres. Et c'est ça qui a été cool. En fait, ça a été qu'on a pu rentrer dans des milieux qu'on connaissait pas. Et c'est quelque chose qu'on voulait faire, en fait. On se disait, en faisant mes vidéos, tiens, en vrai, viens, on prend les cams et on va filmer d'autres gens. Parce que même moi aussi, je sais utiliser une cam. Enfin, à la base, c'est moi qui les manipulais. Du coup, on s'est dit, let's go. Enfin, c'était aussi une volonté d'Adam. Il m'a dit, ouais, viens, on fait de la prod, quoi. Et on a pour fait des clients, ça. du coup. Pour des clients, ouais, plus que pour moi. Et aussi, ça répondait à un vrai besoin Vertical View parce que du coup, des marques venaient me voir en tant que David Dieu, influenceur, et me disaient, David, est-ce que tu peux faire une pub pour nous? Au début, Il parlait déjà de pub. Ouais, bah, est-ce qu'une collab, tu vois? Ah, okay. Est-ce que tu peux faire une collab pour nous? Ou est-ce que tu peux parler en de nous mode en story? influenceur? En mode influenceur, okay, ouais. Avant la boîte de prod, on venait me voir parce que j'ai beaucoup d'abonnés et on me disait, tiens, pour combien tu fais ma pub? Et bah, il y en a beaucoup, voire j'ai quasiment refusé systématiquement. Parce que quand on te pose ce genre de questions, généralement, c'est qu'ils connaissent pas trop le milieu, tu vois. Ils ont l'impression que parce que tu vas parler d'eux en tant qu'influenceur, ils vont avoir un retour sur investissement direct. Alors que l'influence, c'est plutôt de la notoriété.
pour faire de la conversion avec de l'influence, il faut vraiment marteler pendant des semaines et c'est des grosses campagnes qui coûtent très cher. Ok. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Attends, en tout explique, cas. c'est quoi les campagnes de notoriété du coup? Campagne- Et la différence avec la campagne de conversion. En fait, la campagne de notoriété, c'est quand tu vas vouloir que certaines personnes reflètent ta marque, par exemple. Mhm. Te dire, tiens, telle personne dont j'aime l'image et j'aime le travail, j'ai envie d'associer ma marque à son image. Par exemple, c'est quand une plateforme de formation va me demander de parler d'elle, en se disant, David qui apprend des trucs aux gens, va faire la promotion de notre plateforme de formation. Quand je dis formation, c'est des trucs du gouvernement. On en a fait une récemment d'ailleurs. Et en fait, ils vont se dire, OK, on a envie d'associer notre image à la sienne parce que son image est plutôt cohérente. On ne cherche pas forcément le clic à ce moment-là, on ne cherche pas forcément l'utilisateur, mais on cherche à avoir un effet de rayonnement pour que peut-être que dans un second temps, dans une plateforme de conversion, quand les gens vont être soumis du coup à un appel à l'action, ils se disent, en fait, je connais cette plateforme parce que David en a parlé, parce que on utilise ma notoriété, tu vois, une plateforme de notoriété, une campagne de notoriété. Et derrière, quand ils vont arriver avec une envie de convertir, en fait, ça va être beaucoup plus efficace pour eux, quoi. Ouais. Donc en gros, ça renforcer l'image de marque d'une entreprise pour que elle puisse un peu mieux briller. Mais le problème des campagnes de notoriété, c'est que c'est très difficile d'évaluer le retour sur investissement. Donc beaucoup d'entreprises supposent que c'est un influenceur, donc il y aura beaucoup de ventes qui se feront derrière, mais très difficile à mesurer. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a une bulle autour des influenceurs. Et c'est toi qui m'en avais parlé, je pense, non? Ça peut, oui. En fait, il y a une diff. On dit influenceur, mais ça, c'est important de préciser. Tu as les influenceurs télé-réalité. Et là, la bulle, elle a déjà éclaté. Merci, Booba. Donc, en fait, c'est quoi la diff entre un influenceur et un créateur de contenu? L'influenceur, il a eu une forte exposition médiatique qui lui a apporté tous ses abonnés. Et maintenant, il vit sur son nuage avec tous les gens qui sont abonnés, mais il n'y a pas de lien entre les deux, tu vois. Ouais. Alors que le créateur de contenu a gagné ses abonnés de par son travail de création de contenu, justement. Alors, je ne dis pas que les influenceurs télé-réalité ne travaillent pas. J'imagine que c'est des tournages qui demandent pas mal de ressources et d'énergie. Mais je dis juste que les abonnés viennent du lien qu'on a avec eux. Si on a plus d'abonnés en tant que créateur, c'est parce on leur a parlé, on a répondu aux messages, on a grandi avec, en fait. Et ça fait que on a une relation qui est beaucoup plus transparente aussi. Et on va avoir beaucoup plus de scrupules à faire la promotion de trucs pas cool. Là où l'influenceur télé-réalité, la bulle a pété parce que il y en a beaucoup qui n'avaient rien à carrer de leurs abonnés qui connaissaient ni Dev ni d'Adam, qui s'étaient juste abonnés parce qu'ils étaient passés à la télé. Et là, la bulle a déjà pété, on l'a vu depuis que Booba a lâché les infos. Voilà, mais les autres créateurs qui en fait se sont développés en tant que petits médias, comme nous au final, où on voit qu'il y a une vraie structure derrière, du vrai travail, et en fait c'est honnête, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à péter, quoi. C'est un noyau solide. Et du coup, là, avec Vertical View, ce que tu proposes aux entreprises, c'était de créer en fait essentiellement du format court, parce que c'est un truc sur lequel on se rend compte. Et là, maintenant que je suis de plus en plus dedans aussi, on se rend compte à quel point elles sont nulles pour faire du contenu captivant. Et en fait, c'est ça la vraie valeur ajoutée. Les vidéos que vous avez l'habitude de produire pour du format court, du style TikTok et Reels, il est beaucoup plus captivant. Il le time watch, donc les gens regardent des publicités parce qu'ils apprécient regarder des publicités. Toi, en tant que du coup étudiant à l'IAD, dans quelle mesure est-ce que c'est différent les vidéos que tu dois faire pour plus du cinéma et celles que tu dois faire pour David? Parce que du coup, tu as une vision des T'as raison, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similarités quand même, alors qu'on pourrait dire que c'est quand même deux choses très différentes. Dans tous les cas, un bon film, tout comme une bonne vidéo sur les réseaux, ça commence par une excellente intro, parce qu'un film qui commence par une bonne accroche, c'est un film que les gens vont regarder. Alors que un film ou un TikTok, de manière générale, s'ils n'ont pas une bonne intro, les gens ne sont pas captivés, ils vont trouver le temps long, et c'est pas l'objectif. On le voit sur toutes les grosses productions américaines maintenant, les Missions Impossibles, ils commencent par une scène avant le film. Il y a déjà eu de l'action, il y a déjà eu une situation initiale, un problème, une résolution de ce problème avant de se lancer dans le film, et c'est pour dire, voilà, vous êtes prêts, vous allez voir ça. Et c'est ça qui est similaire avec les réseaux et qui est vraiment chouette à retrouver, c'est qu'on fait aussi une intro qui est captivante, et ensuite on déroule notre vidéo. C'est comme, je sais plus si c'est Johnny ou quelqu'un comme ça qui disait ça. Son manager disait à Johnny, soigne ton intro, soigne ta sortie, et entre les deux, fais ton show, quoi. Ouais, chante, ouais. Bah oui, en fait, c'est un peu une promesse que tu fais au début de ton film ou de ton contenu. C'est voilà, regardez ce que je vous propose, et en fait, la valeur va être apportée si tu réponds à ta promesse, et c'est là qu'on lâche le like ou
ou le save, par exemple. S'il y a quand même une grande différence entre le cinéma et TikTok, j'ai l'impression que dans le cinéma, on coupe quand on s'ennuie, alors que sur TikTok, on coupe avant de s'ennuyer. On coupe tout le temps. On coupe tout le temps, t'as pas le temps de respirer. Tac, tac, tac. Un des premiers trucs que je t'avais dit quand on a commencé à monter, c'est quand on filme, pour remettre un peu le cadre, en fait, on a 24 images par seconde. Donc ça veut dire 25. que dans 24 en Amérique, 25 Steve en Jobs Europe. disait qu'il faut recruter des employés qui sont meilleurs que soi. Ah, non, mais vraiment, non, mais Et c'est important. visiblement, là, Non, mais t'as c'est bien suivi son important. conseil. Moi, je suis plus dans la technique. Moi, je passe mes journées à envoyer des mails et être devant la caméra quand ils me disent mec, faut que tu ailles devant la caméra parce qu'on n'a plus de vidéo. Donc, moi, je suis plus dans la partie gestion. Et moi, je sais pas envoyer des mails. Moi, je sais juste filmer des caméras. Mais il filme bien. Ouais, il filme bien. Et il sait combien d'images il y a par Et je sais seconde. combien d'images j'enregistre, ouais. Ok, du coup, c'est 25 images par seconde en Europe Ouais, c'est ça. par rapport à. En fait, l'électricité, c'est simple, c'est du 50 Hz. Et du coup, vu qu'une image, c'est à chaque fois transporté par moitié d'image, à la base, ça venait de la télé. En vrai, on peut faire des vidéos à 100 images par seconde. Même sur les réseaux, en fait, tout est traduit en 30 images par seconde. Et c'est juste qu'en Europe, en fait, si on filme pas à 25 images par seconde, on va avoir du clignotement sur notre image. À cause des lumières Parce que l'électricité qui est dans les lumières, elle est envoyée à 50 Hz. Donc, calée sur cette fréquence-là. de 25. Donc là, on se cale entre eux, quoi. Et donc, en fait, on se met exactement quand la lumière, elle fait pouf. En fait, une lumière, ça fait 50 fois par seconde, pouf, 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 pouf. Et si Ok. on se met à 24, à un moment, on sort de la fréquence et juste, ça clignote. Ok. C'est incroyable. Ouais, bah ouais. Ok. C'est pour ça que quand on fait des slow motion en intérieur avec des lumières qui en envoient pas, bah on voit plein de défilements, en fait. Et je pense qu'on l'a déjà vu si tu filmes ta télé avec ton téléphone, vu que le téléphone, souvent, il filme en plus haut. Les iPhones, ils filment facilement à 60 fps. Tu vois que ta télé, elle clignote, en fait. C'est bizarre. Et c'est pas cool, parce que ça nous sort de la narration et de la vidéo. Ok, mais du coup, ça explique pourquoi est-ce que des fois, quand on filme avec l'iPhone, par exemple, où il y a certaines lampes, il y a certains types de lampes, où Les néons, quand ouais. on regarde, c'est normal, Bah mais ouais. quand on regarde la vidéo, ensuite, c'est comme si il y avait des... Ouais, c'est ça. Parce que notre œil, en fait, il a pas de limite de FPS. Enfin, il a une limite... il n'y a pas de limite théorique, en fait. Avec la persistance rétinienne, nous, tout ce qu'on voit, c'est juste de la lumière qui s'imprime et qui part au bout de quelques secondes. Alors que quand tu fais une photo ou une vidéo, bah là, la photo, elle bougera pas, tu vois. Alors que nous, on voit continuellement de la lumière qui rentre dans notre œil. La caméra, à un moment, elle dit, bah, moi, je garde cette image-là. Et si elle est mal réglée techniquement, bah, on voit tous les défauts électriques. Après, on dit que justement, les 24 images par seconde, c'est le seuil, le nombre d'images minimum par seconde qu'il faut pour pas qu'on voit que ça saccade. En vrai, c'est 12. C'est 12 C'est 12. Ah Et ouais ouais, ça, c'était les frères Lumière, je pense qu'ils avaient découvert ça. C'est du 12 images par seconde. À partir de 12 images par seconde, ça va assez vite pour que notre œil ne voit plus la différence entre les images. Et pour que ce soit sûr qu'on voit aucune saccade, ils ont doublé cette valeur-là, 24 images par seconde. Et le cinéma américain était né. Waouh. J'ai retenu tous mes cours d'histoire, je suis content. Félicitations. Genre à l'IAD, c'est ça les cours d'histoire? Ça, c'est histoire du cinéma, ouais. Voir comment les premières caméras, comment elles étaient créées, voir comment le cinéma s'est justement développé. Et ça permet de mettre du contexte, en fait, c'est chouette. Est-ce que c'est ça que tu avais repassé en août? Oui, C'est pour ça que c'est encore frais dans la mémoire. cet examen-là, je l'ai eu à 10 sur 20. Mais ce que je raconte était dans la partie des 10 points. Donc ça c'est vérifié, c'est sûr. C'était sûrement promis. le plus important. Du coup, on filme à 25 images par seconde Ouais, en Europe. exact. Le premier conseil que je t'avais donné, c'était si tu peux retirer une de ces 25 images, tu l'enlèves en fait. Et c'est vrai, on fait souvent des montages où on retire juste une seule image et ça nous change. Mais c'est pas tout le rythme. perceptible du coup. Sur un plan, non, mais en fait, sur toute ta vidéo dans laquelle tu as enchaîné 50 plans différents, quand on dit qu'on retire une image de cette seconde-là, tu vas avoir du coup un peu moins d'une seconde de contenu. Mais nous, c'est un montage, donc on met les plans les uns à la suite des autres. Donc si à chaque fois on arrive à retirer une ou deux images, à la fin, tu as gagné 1 ou 2 secondes. Et sur une vidéo d'1 minute, 1 à 2 secondes, ça représente vite un pourcentage significatif en fait. Est-ce que vous pouvez tous les deux donner un maximum de conseils pour faire des vidéos format vertical qui sont captivantes avec tous les petits tips comme ici, comment traquer chaque seconde et comment faire pour que la vidéo soit cool à regarder? Parce qu'il y a énormément de vidéos en format vertical et la majorité sont inintéressantes. Ou bien le fond pourrait être intéressant, mais le format, on s'y perd, quoi. Comment attraper l'audience, David? Généralement, ça vient d'une illumination. C'est jamais venu. Non, mais vraiment, enfin, c'est... Ça me rappelle celle où tu commences en train de faire la dick Oui, pic. non, mais vraiment, non, mais c'était venu comme ça. C'est venu comme ça. En fait, il y a 23 heures cette idée. Hein. Mais vraiment, 23h, on était chez moi, il n'y avait même pas encore de bureau, on était dans mon appart. Il n'y a pas de vrai dick pic pour les gens qui nous écoutent ou qui nous voient. Moi, ça je l'ai. commence en fait. T'as le rush.
Si je suis viré, je le mettrai sur un Dropbox et je l'enverrai à tout le monde. en Tu vas 25 l'envoyer à images par Mediapart. seconde. Ouais, je mettrai 25 images à la suite, paf, une seconde, Let's vidéo. go. T'as compris. Non, mais du coup, il y a vraiment la partie créative qu'il y a beaucoup de gens qui négligent ou qui se disent en fait, ouais, voilà, faire une vidéo, c'est réutiliser une trend, d'où se dire, bah voilà, on va copier ça et ça va marcher. En fait, il y a une grosse partie du taf, que ce soit pour mes vidéos en tant qu'influenceur ou pour les vidéos qu'on vend à nos clients, où déjà il y a la partie créa, où juste, des fois, on a une bonne idée, on l'écrit et on la ressort quand on en a besoin. C'est à toute heure de la journée, envoyer le message vocal. Moi, c'est Corentin, du coup, avec qui j'écris mes vidéos. Donc, il y a plusieurs postes, du coup, dans l'équipe. C'est qui, Corentin ? Corentin, c'est celui qui m'accompagne pour écrire et développer mon compte. Au début, donc ça fait 1 an qu'on est ensemble, il est arrivé à peu près à la même période qu'Adam, au début en tant que stagiaire et après embauché. Au début, en fait, il exécutait et il m'aidait à écrire les vidéos et à corriger mes scripts. Maintenant, c'est lui qui me fait les propositions de script et qui me dit « Ok, on filme les vidéos, ok, on va faire ça, ok, on a un nouveau concept, ok, je t'ai écrit une vidéo complète qu'on va aller tourner. » Donc maintenant, il est un peu devenu mon manager en interne. Ça, c'est cool. Et puis, on a les postes techniques. Donc ça, c'est Corentin, c'est la partie créa management. Et puis, tout le reste, c'est de la technique. Avec Adam, du coup, qui va être un peu lead de la technique. Et on va avoir Hugo, Lynn et Arthur qui vont être cadreurs-monteurs. Hugo, il est plus monteur, il est très bon en VFX. Lynn, Arthur, ils sont vraiment dans l'opérationnel de la boîte. C'est quoi VFX ? Visual effect. Effect, graphisme. Ouais, voilà. T'inquiète. Ah, mais attends, c'est de l'anglais. Visual, t'inquiète. T'inquiète. Effet. Mais du coup, il y a vraiment ce truc où des fois, j'envoie un message à 23h en mode Salut mec, tiens, j'ai eu cette idée. La dernière, je lui ai dit mec, il faut trop qu'on écrive une vidéo sur l'espace qui commencerait par ouais, l'expression vise la Lune pour toucher les étoiles, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, les étoiles, elles sont beaucoup plus loin que la Lune. Du coup, il faudrait plutôt viser les étoiles pour aller sur la Lune. Pour moi, c'est l'inverse. Hein. Vise les étoiles pour au moins t'arrives sur la Lune ou plus ou moins comme ça. Tu vises la Lune pour arriver dans les étoiles parce que tu dépasses la Lune. Ouais, mais elle est pas claire, du coup, la citation. L'idée, c'est Ou de peut-être que je me plante complètement. c'est de se mettre une étape devant, peut-être, et de se dire dès que tu seras arrivé, tu continues. Dans tous les cas, ça fera des commentaires. Et c'est visuel. Donc, nous, ça nous suffit pour capter l'attention, en fait. Premier conseil. À partir du moment où on donne pas d'intox et où on donne du fait, la manière dont on l'amène, même si c'est un peu tiré par les cheveux, on s'en fout. Mais globalement, non, c'est à des moments, tu vas avoir une bonne idée. On peut aussi forcer les bonnes idées. En discutant, tu sais très bien, on discute beaucoup ensemble. On a aussi pas mal d'idées en discutant. Il y a quelques aussi structures de vidéos. C'est toi qui m'as appris même cette structure-là pour parler pour faire un format reportage. C'était, t'en parleras après, mais c'était une structure à suivre pour le format reportage justement. C'était quoi encore ? Une genre de structure narrative ouais. pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose, donc dans le but de faire du format vertical, mais dans un but publicitaire. L'idée, c'est de vraiment avoir d'abord expliquer le contexte, puis expliquer le problème, puis la solution, les arguments, et puis le call to action pour pousser les gens à faire l'action finale. Et je me rappelle, on avait été plus loin dans une campagne de collecte de dons qu'on avait fait ensemble. C'était problème, donc c'était contexte, donc qui présentait le client. Ouais. Ensuite, il y avait un problème. Ensuite, il y avait une solution à ce problème pour montrer vraiment qu'il se bougeait et qu'il voulait tout faire pour y arriver. Oui. Et de cette solution, il y a un autre problème et là, par contre, ils ont besoin d'aide. Et du coup, les gens qui étaient confrontés à cette vidéo se disaient, mais en fait, ils ont tout fait pour y arriver, les pauvres. Nous, on va les aider. Et ça, c'était toi qui avais trouvé la structure. C'était contexte, problème, solution, reproblème. Et pour la nouvelle solution, on a besoin des gens. Et c'est là qu'on met le CTA. Ouais, exactement. Donc, en gros, c'était une campagne de collecte de dons pour une association Gretoisseau, donc pas loin de Louvain-la-Neuve. Ils avaient construit un bâtiment pour 6,5 millions d'euros et il leur manquait 400 000 euros pour boucler leur budget. Du coup, ils ont fait d'abord appel à David pour faire une vidéo. C'était ça l'idée de base. Je crois qu'ils voulaient des stories. Ils voulaient m'acheter des stories. Et okay. Comme d'hab, quand on me demande de m'acheter des stories, je leur dis, pour vous, c'est pas ça, en fait. Il n'y aura pas de conversion si vous m'achetez des stories. Par contre, j'ai une boîte de prod. Et j'ai un pote qui fait de la pub. Et Adam va venir vous filmer aussi. Comme tu l'as dit, toute votre structure que vous avez pu établir, en fait, une fois que c'est mélangé à la technique, et que tous les deux, ça marche très bien, c'est là que vous avez pu avoir les résultats que vous avez eus sur la campagne. Ils étaient bien, les résultats. Ah, ils étaient très bien, oui. Pas mal, hein. C'était exceptionnel, bordel. C'était quand même 185 000 euros récoltés avec... 3 fois rien. Ouais, avec nos vidéos. Il y a eu combien de tournages ? Il y a eu 3 tournages. 3 tournages. 3 tournages. Combien de vidéos ? 7 vidéos ? Ouais, mais un peu plus, non ?
Non, même pas, 7 vidéos. Ouais, c'est. Ouais. Très concrètement, il y en avait eu 2 qui étaient vraiment qui ont ramené le plus d'argent. Et concrètement, c'était vraiment des vidéos qui suivent cette structure de. On voulait construire ce bâtiment, donc on avait un objectif un peu transcendant. Puis on s'est confronté à un mur. Là, le problème, un peu comme le héros qui essaie de suivre une quête. Et là, on a besoin de vous pour recevoir vos dons. Et on a réussi à réaliser cette campagne qui a quand même vachement surperformé. Donc en gros, à chaque fois qu'on mettait 1 euro en publicité, on récupérait 4 euros en dons. Donc en publicité, on appelle ça un ROAS, Return on Ad Spent, qui était du coup de 4. Et ça, c'est ce que font généralement les entreprises. Quand tu mets 1 euro et que tu en récupères 4, quand tu vends, c'est une entreprise qui fait ça, pas une collecte de dons où tu demandes juste de l'argent et il n'y a rien en retour. Et parce que là, tu as le prix du produit. Quand les entreprises elles mettent 1 et elles récupèrent 4, ça veut dire que tu as déjà 25% de leur budget qui est dans la pub et maintenant, ils doivent, avec les 75% qui restent, prendre leur marge, payer tout le monde. Alors que nous, on payait personne, quoi. Juste on prenait l'argent et on le donnait à l'ASBL. Ouais. Et on réinjectait une partie des dons qui était équivalente à 25% du coup en budget publicitaire. Et du coup, ça s'est auto-alimenté. Et en 3 mois... Donc les premiers jours, on mettait 30 euros par jour en publicité, et puis ça faisait un effet boule de neige parce que les gens donnaient plus. Du coup, on réinvestissait plus en publicité, et au final, en 3 mois, on s'est retrouvé avec 45 000 euros de frais publicitaires et 185 000 de reçus en dons. Grâce à des bonnes vidéos, du coup. Ça en fait des caméras achetées, hein. Ça en fait des caméras, ouais. Mais c'était pas notre argent, alors, du coup. Le plus important, c'est la SBL, la caméra plus tard. Oui, la caméra plus tard. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas facturé cher du tout. Hein. On proposera au directeur de l'association de venir raconter probablement cette histoire. Mais du coup, oui, en fait, c'est ça. En fait, il y a des structures narratives qu'on peut utiliser. Il y a la partie créa qu'il faut vraiment pas mettre de côté. Et il y a le fait que, bon, techniquement, maintenant, on est quand même relativement bon. On a beaucoup de caméras, comme vous pouvez le voir. Il y en a, du coup, 1, 2, 3, 4 devant nous. 5e qui traîne. 5e qui... Ouais, mais il y en a de partout, des caméras. Enfin, là, on va en racheter 3 de plus. Enfin, voilà, on a beaucoup de caméras, mais c'est pas ça qui fait que les vidéos sont regardées. Les premières vidéos, elles étaient filmées à l'iPhone 11 pété. Genre vraiment pété, quoi. Genre, je me rappelle, l'iPhone 11, des fois, je l'utilisais en micro. Et toi, tu avais acheté un iPhone 14 avant moi. Du coup, on utilisait ton tel pour filmer et mon tel pour prendre le micro, tu vois. Et ça marchait bien. Les vidéos, elles faisaient des millions de vues. Je faisais des fois même plus de vues à l'époque que maintenant. Tu te souviens de ton premier TikTok ? Le tout premier. C'est toi qui me l'as fait faire. Hein. C'est toi qui me l'as fait faire, mon tout premier TikTok. Hein. C'était une parodie de Thibaut InShape. Bah non. Ah si. C'était Thibaut InShape qui faisait ça ? Ah ouais, le truc où... Moi, je me souviens que c'était un Américain qui, avec le truc comme s'il voulait se pendre, mais... ouais, c'est ça. Mais c'était avec une photo de Thibaut InShape. C'est en mode un message de ton ex qui te dit bon, je te quitte, t'es pas assez musclé, voilà mon nouveau mec. Une photo de Thibaut InShape. Ensuite, tu vois genre juste des pieds pendre et tomber d'une chaise. Tu te dis ok, le gars il s'est pendu. C'est Nike ça aussi. Sauf qu'en fait, je fais des tractions derrière. Pas. Si, Nike l'a refait en animation, je pense. Ah ouais. Ouais. Mais tu penses qu'elle est encore trouvable cette vidéo ? Dans un disque, ouais, j'ai tout ce que j'ai fait depuis que j'ai un truc qui filme, genre depuis que j'ai 12 ans. J'ai tout gardé, j'ai tous les rushs. T'as combien de terras là ? Quelques, je sais pas, une quinzaine peut-être. Ok, on va passer sur le sujet du podcast. Est-ce que tu peux nous réexpliquer quelle est la genèse de ce projet de studio de podcast ? Déjà, on aime bien les caméras. Et on aime bien les micros. Et le Shure, c'est le Shure SM7B, c'est ça ? Ouais. Le Shure SM7B, c'est un micro que j'ai vu partout, que j'ai toujours voulu avoir. Je me suis dit, bon, on attendra le studio. Non, mais déjà, il y avait une volonté d'évoluer techniquement, parce que c'est aussi un métier passion. Enfin, c'est mon cas, je pense que c'est aussi ton cas. On est tellement passionné qu'on achète tout le temps plein de matériel. Le problème, quand on a plein de matériel, David... Il faut trouver une utilisation. Oui, il n'est pas tout le temps utilisé. Et en fait, il y avait plusieurs choses. Déjà, il y avait le fait qu'on avait déjà commencé à proposer du podcast à des clients. Donc, ça veut dire qu'on faisait un peu du bricolage avec les cams et les lumières qu'on avait. Et c'était dans notre service de boîte de prod avec Vertical View et même avant, parce qu'on a fait un peu de prod avant Vertical View pour tester la demande. En fait, c'était un service qu'on avait déjà vendu. Mais c'est un bordel. Tu vois, tout ce qui est autour de nous, là, toutes les caméras, les lumières, les micros, tout ça, bon, là, on l'a un peu optimisé. Mais au début, en fait, on y allait un peu à la one again et on devait tout monter à chaque fois. Ça prenait des heures. On en a filmé dans mon salon même. Même on a filmé un podcast dans mon salon. Ouais. C'était le bordel, quoi. Ah ouais, c'était le bordel. Le bordel, genre. Et surtout le temps de préparation avant et après. Horrible. Et c'est incroyable à quel point quand on voit l'épisode, on se dit ok, c'est simple. Il y a une caméra, il y a un micro, ouais. Le fond qui est un peu joli. Quelques mois de nuit blanche. Ouais.
On les oublie trop, celles-là. Ouais, pour préparer le studio, non. Mais c'est ça, en fait, on s'est rendu compte, déjà, le podcast, c'est quelque chose qu'on avait déjà vendu, mais qui prenait techniquement beaucoup de ressources pour l'amener chez les gens ou le monter chez moi dans mon salon quand les gens en avaient besoin. Il y avait aussi le fait qu'on s'est quand même rendu compte que c'était, même toi, hein, tu m'en as beaucoup parlé aussi, que c'était un format qui se développait. Oui, parce qu'il faut savoir que à côté du coup de l'épisode, avec Adrien, on se connaît bien et il est souvent de bons conseils. Donc en gros, des fois, il y a des trucs qu'il va m'expliquer. Je vais pas tout écouter ou tout retenir tout le temps, mais il y a des trucs qu'il va me réexpliquer plusieurs fois, tu vois. Et au bout de la 10e, je me dis, ok, si ça fait 10 fois qu'il me le dit, c'est peut-être important. Et il y avait eu ça avec le podcast Sans Permission au début. Tu me disais, faut que tu l'écoutes. À un moment, j'ai commencé à l'écouter et c'est vrai que c'est quand même vachement quali ce qu'ils font. Incroyable. Vachement quali. Et ouais, c'est un peu là que j'ai été initié au format podcast et où j'ai vu en fait qu'il y avait un marché derrière. Je voyais qu'il y en avait un peu en Amérique, mais c'est vrai que quand ils sont arrivés, Yomi, Oussama et Antoine, je dis ça comme si je les connaissais, mais je les connais pas. Pas encore. Venez tourner chez nous, hein, si jamais. On vous fera un code promo. Même si je pense pas que vous en ayez besoin. Mais du coup, il y avait ce truc où on voit que le podcast se développe et il y avait aussi la volonté d'aller plus loin dans la démarche de la boîte de prod. Moi, pour garder l'équipe au qui-vive et motivée, j'ai toujours dit on va évoluer, quoi. Moi, je dis avec Adam, on se rend compte que ce qu'on a fait en 1 an, c'est un truc de dingue, quoi. Genre, le jour où je l'ai rencontré, c'est parce que je dormais sur son canapé. C'était à l'époque où... oui. Ouais. Non, concrètement, t'es arrivé chez moi et la conversation s'est passée très vite. C'est t'as aussi une caméra Sony? Le coup de foudre. Moi aussi j'ai une caméra Sony, sauf que moi je la mets à la verticale. Et là je suis tombé amoureux. Non, c'est pas vrai, il m'a d'abord insulté en mode quoi, mais c'est n'importe quoi. Une caméra verticale, mais t'es malade. Non, mais c'était la volonté d'évoluer, quoi. Et bon, quand je disais que je dormais sur ce canapé, c'était arrivé une fois ou deux parce que j'avais rendu mon logement étudiant et j'avais pas encore mon appart. C'est vrai qu'un jour tu pourras raconter quand t'as eu ta période SDF entre guillemets. Ouais. En gros, j'avais priorisé la boîte à l'époque, du coup j'avais un bureau, mais j'avais plus d'appart. Et j'avais pas de projet appart parce que ça coûtait trop cher sur le moment. Du coup, j'avais le cul entre deux chaises et je dormais sur ton canapé. C'était dans le contrat étudiant. Hein. Oui, que l'étudiant s'engage à loger l'employeur. Et il y avait cette volonté de progresser où on s'est dit, OK, on est passé de vraiment avoir une caméra à avoir 2 caméras, à avoir des gros clients aussi parce qu'on a tourné quand même sur des gros trucs. À l'air de rien, cet été, on t'a envoyé sur Tarmac. C'est vrai, ouais, c'était une grosse expérience aussi. C'était quand même pas mal, quoi. C'est quoi Tarmac? C'est la RTB, quoi. Ouais. Okay. T'as la RTB qui se crée, c'est une émission télé. Les comptes réseau de la RTB, en fait, qui sont plus orientés vers la musique et voilà, et l'urbain. Un peu. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, à côté de ça, il y a aussi, par substitution, les clients que j'ai en tant qu'influenceur qui deviennent nos clients de prod, vu que toutes mes vidéos d'influenceurs sont produites. Et là, on se retrouve à monter des vidéos à la Maison-Blanche, pour l'OTAN, pour la Commission européenne, pour l'État belge. Donc, en fait, ça va très vite. Maintenant, on répond aux appels d'offres de l'État et de la ville de Bruxelles en tant que boîte de prod. Donc, on est très proche, on va dire, des budgets et des enveloppes. Et en fait, c'était aussi dans l'idée qu'on a toujours voulu évoluer et que pour nous, le studio, c'était aussi un des moyens de scale, de grossir la boîte, de proposer une plus grande quantité de prestats sans pour autant nous cramer parce que quand les gens viennent à toi, tu peux faire beaucoup plus, quoi. On a vu le bordel que c'était de déplacer le studio et d'aller en tournage. Il y a très peu de gens qui peuvent s'adapter. Et pour le moment, il n'y a pas énormément de gens dans la boîte qui sont capables d'aller tourner quelque part. Dans la boîte? Dans ma boîte, il n'y a pas beaucoup de gens que je peux envoyer tourner n'importe où, quoi. À qui je fais 100% confiance sur la presta de réel. Alors que quand on fait venir les gens, ça va beaucoup plus vite de former un nouveau à utiliser les caméras et à appuyer les boutons ici. Ouais. Donc en fait, pour Scale, ici, mon but, c'est un peu de faire un McDo. Pas par rapport au fast-food, mais par rapport au process. Un jour, on mangera ici, d'accord. Et par rapport au process, c'est de me dire, OK, chaque caméra fonctionne d'une certaine manière. Et le studio de podcast, c'est aussi un moyen pour moi de mettre des employés ici. Et si ça marche, on met un studio à Bruxelles, à Liège, à Mons, à Paris... partout, mais voilà. Et aussi, pour conclure avec le pourquoi le studio, en fait, il n'y en a pas en Belgique des bons. Enfin, il y a vraiment, mais on l'a vu avant de lancer le studio, on avait déjà des podcasteurs qui faisaient la file en mode « Waouh, mais vous allez ouvrir ici, mais ça va être incroyable ». Ils ont réservé des sessions avant même que le studio soit annoncé publiquement. On a eu des virements avant même qu'ils viennent. La session test qu'on a fait ici pour voir si les caméras marchaient bien, tellement ça arrivait vite, en fait, c'était une cliente.
toute première session qu'on a faite d'1 heure de test, c'était une cliente. Ouais. Ah, c'est osé, ça. Elle voulait venir, bug quoi. technique. Non, c'était contrôlé. Ouais, contrôlé quand même, mais... Parce qu'en fait, au bout d'un an, on a la connaissance sur la technique. Et quand on connaît notre matériel et qu'on sait jusqu'où il peut aller et que nous aussi, on sait jusqu'où on peut aller, il ne nous restait plus que la détermination. Et ça, on l'avait tous. Est-ce que tu as appris beaucoup de choses à David sur son studio? Ça a été vraiment un double sens parce qu'en fait, David, il a beaucoup d'expérience sur ce qu'il a pu avoir avec l'influence, etc. Et moi, j'avoue que j'étais plus niché technique et sur les caméras. Je mange des cartes graphiques, en fait, c'est simple. Je mange beaucoup de cartes graphiques et du coup, c'est ça qui a été chouette d'avoir ce double échange. Et au final, la rencontre des deux, je pense que ça fait un studio. Mais même au-delà de ça, il y a un truc que tu m'as dit dès qu'on est rentré dans cette pièce, en mode cette pièce, elle est trop cool. Ah ouais. C'est vrai? Alors, pourquoi cette pièce, elle peut être trop cool, Adrien? Je sais pas. Les murs sont pas parallèles. Si les murs sont pas parallèles, ça veut dire que quand quelqu'un parle, le son, il reviendra jamais jusqu'à lui. Alors que dans une pièce qui est carrée, le son, il fait que rebondir tout droit, en fait. En fait, même si on n'avait pas fait le traitement acoustique sur les murs, en fait, on aurait déjà pu avoir un son quali. Ouais. Là, on a des murs pas parallèles, plus des panneaux acoustiques, plus tapis au sol, plus le plafond qui n'est pas dur. Ouais, vu que le plafond, il est pas lisse aussi, ça veut dire que les ondes qui montent vers le plafond, elles reviennent pas directement vers le sol. C'est logique. Ouais, ça rebondit. Ouais, c'est un truc qu'Adam m'a appris pour le studio. Après, il y a eu beaucoup de R&D. Hein. Là, honnêtement, il nous a fallu... le studio, c'est né d'une envie, du coup, mais ça s'est exécuté de par une opportunité de pouvoir s'installer ici au Silver Square de Louvain-la-Neuve. Et du coup, honnêtement, si on n'avait pas eu cette opportunité, on aurait peut-être continué à chercher un peu. On l'aurait fait in fine, je pense, mais peut-être pas si vite. Et le studio, on l'a monté en un mois. Ok, mais pourquoi est-ce qu'une opportunité? Parce que concrètement, des studios, ça doit être assez facile à trouver. Quelle est la particularité de cet endroit au-delà du plafond mou? Ça fait mal au cœur, ça. Déjà, on est à Louvain-la-Neuve. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'immobilier à Louvain-la-Neuve. Il y en a même très peu. De l'immobilier dans le centre, il y en a encore moins. Et de l'immobilier dans le centre, où tu n'as pas des étudiants qui gueulent devant ta fenêtre, il y en a encore moins. Tu rajoutes à ça le fait qu'on est dans un Silver Square, donc ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui passent de partout. T'as la recette parfaite, quoi. En plus, Silver Square, ils en ont à Bruxelles, Liège, tout ça. Et j'aimerais bien les appeler, si ça marche bien ici, pour leur dire, bon, vous voyez ce qu'on a fait à Louvain, venons chez vous avec... le setup qu'on a affiné ici, quoi. Je rappelle Sony, je leur dis remettez-moi 3 cams comme ça. Je rappelle Sennheiser, je leur dis remettez-moi 3 casques comme ça. On rachète les micros chez Shure, on copie-colle, tu vois. Copy-paste partout où on veut, quoi. Parce que la formule, on l'a déjà, en fait. Ouais, Sony, t'as un bon Yankee pour eux. Je suis un très bon Yankee pour Sony. Là, il n'y a que des cams Sony, là. Et pire, on a même les objectifs Sony. GM2. GM2. Ah, automatiquement, c'est vrai que là, ça rigole plus. Ah, non, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a une autre difficulté que tu avais eue, c'était de trouver un endroit où il n'y a pas de bruit de l'extérieur. Parce qu'on avait visité un autre endroit dans les alentours de Louvain-la-Neuve, qui était peut-être légèrement plus accessible, mais infiniment plus bruyant. Ouais, c'est rude ça. Mais c'est vraiment le cas partout quand tu veux faire un studio. Après, honnêtement, pour avoir été dans pas mal de studios, quand j'étais devant la caméra, enfin je dis j'étais, quand je suis encore devant la caméra, j'ai tourné des émissions pour... le SPF Économie, qui avait délégué à une boîte de prod. Un bel vendredi à 16h, il y avait cours de danse dans le mur adjacent. On devait arrêter de tourner le vendredi à 16h. Du coup, ça fait qu'on devait attendre le week-end et reprendre le lundi, tu vois. Okay. Donc en fait, des boîtes de prod avec des contraintes comme ça, il y en a plein. J'ai tourné même pour la RTB, des émissions qui passent sur Typique. Il y a les avions de Zaventem qui passent au-dessus, tu vois, du studio. En fait, toutes les boîtes de prod, il y a ces contraintes-là. Ici, on a quand même vachement de la chance. On a rien, en fait, hein, ici. Aucun bruit. Non, voilà. Non, mais voilà. Il n'y en a pas eu besoin de baisser le son au montage. Exactement. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la ruée vers l'or et toi, t'as décidé que t'allais vendre des pelles. Ouais, mais c'est ça. Non, mais vraiment, même des pioches, même. Des pioches. Parce que là, en fait, tout le monde veut lancer son podcast maintenant et on les comprend. Même nous, regarde. Toi, tu lances un podcast. Moi, je vais relancer mon podcast. Le métier. Je vais inviter des gens sur base de leur métier et on va voir un peu ce qu'on peut en tirer. Déjà, pour les gens qui veulent s'orienter et juste pour ceux qui sont curieux. Car ça ressemble à quoi le quotidien d'un ambulancier? C'est quoi les meilleures expériences? En gros, c'est comme si tu avais à ton repas de famille ton cousin qui fait ce métier trop cool et qui te lâche des anecdotes. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Déjà, nous, on le fait, tu vois, donc c'est déjà un bon indicateur. Mais ça arrive, c'est le début. Il y a plein de gens qui veulent se lancer, il y a plein de gens qui se sont déjà lancés. Tu peux regarder déjà en Belgique, il doit y avoir une centaine de podcasts pertinents qui tournent chaque semaine, qui ont plus de 30 épisodes. Donc ça veut dire qu'il y a du sérieux. Ça devrait déjà mettre la puce à l'oreille en se disant que ok, là, il y a un vrai business, quoi. D'autant plus, donner l'accessibilité de ce business parce que nos prix sont hyper abordables. C'était aussi une envie qu'on avait, de rendre la création de podcasts et d'émissions abordables.
Nous, on a pu le faire en ramenant les gens chez nous, quoi. Quand tu voulais un podcast chez toi, on se déplaçait, ça te coûtait 2000 balles. Maintenant, tu viens, ça t'en coûte 500 pour ton épisode. Même pas. Si tu tournes 2 épisodes en une matinée, t'es à moins de 500 € pour ton épisode, on te le monte. Ouais, et c'est ça qui est beau, c'est que c'est le service clé en main. T'arrives, le truc il est prêt à tourner, et après tu repars. Et combien de temps après t'as le montage final? Alors, si t'as le montage essentiel, tu l'as en 24 heures. Et si tu prends un pack avancé, donc c'est un pack dans lequel on va te faire des extraits short, enfin des extraits verticaux pour en faire la promotion, on va habiller un peu ton épisode. Là, tu vas en avoir pour 48 heures. Peu importe qu'il y ait un jour férié ou pas. Hein. Là, nos clients qui sont arrivés vendredi, on les a livrés dimanche. Nos clients de samedi, on les a livrés lundi. On est le 11 novembre aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer à quoi ça sert de faire des shorts alors qu'on fait un podcast de base? Bon, le contenu, il est créé. Enfin, il est là, tu vois. Pourquoi pas, déjà? Enfin, on l'a créé. Nous, ce qui coûte le plus cher, c'est créer le contenu. Des fois, une de mes vidéos TikTok de 30 secondes, ça me coûte 200-300 balles, quoi. Alors que ça rapporte rien en Belgique. Hein. Si tu fais pas de collab, t'es pas payé. Et là, on se dit qu'en fait, ça serait bête de pas l'utiliser parce que le contenu, il est là. On l'a déjà créé. Et en plus de ça, tu as un truc qui s'appelle les For You Page et les algorithmes de feed infini qui vont juste te prendre un contenu que tu n'as pas demandé et te le montrer. Et s'il est intéressant, tu vas le regarder et on te reproposera des contenus similaires. Donc en fait, ça te permet d'acquérir des gens qui connaissent pas en fait et c'est un très bon moyen d'aller toucher des gens que tu connais pas, quoi. Ok, du coup pendant le montage vous essayez d'identifier les parties qui ont le plus de potentiel sur les réseaux et pour donner de la visibilité au podcast. Donc c'est une genre de stratégie d'acquisition vers le podcast et ensuite augmenter du coup l'audience finale qui pourra s'engager sur la durée. Enfin, si on devait décrire notre service en un seul adjectif, ça serait responsable. On est responsable de tout. On porte beaucoup de fardeau. Déjà, techniquement, c'est de la faute de nous. S'il y a un problème, s'il devait y avoir des travaux à côté, bon, je ne nous le souhaite pas, mais c'est de notre faute. On prend ces responsabilités-là. mais quand on va te donner des extraits, on va faire tout notre possible, en tout cas, pour que ça marche, quoi. On ne peut pas te garantir les vues qu'il y aura, mais on va t'accompagner pour que ça se passe au mieux. Si on te vend un montage avancé, il est prévu dans la formule qu'on s'appelle avant que tu viennes pour qu'on mette toutes les chances de notre côté le jour du tournage. On ne dira jamais « Oh, t'as pas préparé ton épisode, va te faire voir, la vidéo marchera pas ». On va justement prendre les dispositions en amont pour que ton épisode se passe au mieux. Ça serait aussi intéressant de partager pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant de lancer un podcast. Parce que souvent on va se dire « Ouais, mais je vais faire un épisode, personne ne me connaît ». Et les premiers épisodes comme celui-ci, très probablement, n'auront pas énormément de vues. Mais l'important, c'est plutôt voir la tendance générale du marché du podcast qui est assez phénoménale et qui, en plus de ça, est un des canaux d'acquisition les plus efficaces de tous. Et vu que je me spécialise dans tout ce qui est stratégie d'acquisition pour des entreprises ou du coup pour des ASBL ou des ONG, je me suis rendu compte que en fait, les podcasts sont de loin le truc le plus puissant. Si jamais vous avez par exemple une marque et vous voulez communiquer là-dessus, les marques sont prêtes à payer énormément d'argent pour pouvoir avoir de la visibilité sur votre podcast parce que le taux de conversion est un des plus élevés et largement plus élevé même que du Google Ads ou ce genre de trucs. En fait, les marques, elles pourraient carrément lancer leur podcast. Une marque, généralement, c'est niché dans un domaine, ça a des experts autour. Une marque qui lance son podcast, ça doit être hyper cool. Mais tu t'es même pas présenté, en fait. T'es qui, Adrien? T'es qui? Ok, moi du coup c'est Adrien, je me suis spécialisé dans tout ce qui est stratégie d'acquisition sur les réseaux sociaux à travers des campagnes de publicité et ça peut aussi bien fonctionner pour des entreprises que pour des associations ou des ONG. Là, je sais que je vais signer avec une grosse ONG belge et peut-être une deuxième bientôt. Donc l'idée c'est en gros de concevoir et ensuite de piloter des stratégies de publicité sur les réseaux sociaux, donc c'est essentiellement sur Facebook et sur Instagram, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est extrêmement efficace, c'est assez incroyable le nombre de gens qu'on arrive à persuader à faire une action juste via ces deux canaux. Je lance mes propres publicités pour moi trouver mes clients et une fois que je trouve des clients, je lance des publicités pour eux leur trouver des clients. Et c'est quoi la particularité de ta boîte, tes pubs, c'est quoi concrètement? C'est des vidéos c'est des vidéos qui sont en grande partie réalisées par Vertical View. Parce que vous êtes justement super bon pour faire des formats publicitaires qui sont captivants. Et c'est vraiment le gros intérêt. En gros, la majorité des publicités sur les réseaux sociaux suivent les codes traditionnels. Les publicités qu'on va voir sont pas intéressantes et très rapidement, on va vouloir swiper. Les pubs ressemblent à des pubs et les pubs essayent de ressembler à des pubs.
Ouais, Donc exactement. en fait, elles jouent entre elles dans leur coin, mais une pub égale une pub, quoi. Ouais, et du coup, elles ont toute l'impression, enfin, ceux qui font des publicités, ils ont l'impression qu'ils doivent regarder ce que font leurs concurrents en termes de publicité pour essayer de faire un peu mieux. Sauf que concrètement, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Il faut pas regarder ce que font les concurrents en termes de publicité, mais il faut regarder sur les réseaux sociaux, par exemple sur TikTok, que font des entreprises ou que font des créateurs de contenu qui font des millions de vues ou des centaines de milliers de vues avec où ils parlent de leur projet ou d'un article similaire et reprendre le même format de vidéo pour ensuite juste intégrer un autre message publicitaire. Et si une vidéo sur TikTok, par exemple, fait beaucoup de vues, ça veut juste dire qu'elle capte l'attention des gens et ensuite, il faut juste changer le contenu qu'on met dedans et ça va marcher. Et du coup, les vidéos que vous réalisez pour les campagnes que je pilote sont assez impressionnantes au niveau des statistiques. C'est surtout les premières secondes, le taux est juste phénoménal. Le taux de personnes qui regardent les 3 premières secondes, il y a vraiment que systématiquement, quand vous faites ces vidéos, où je suis dans les 57% de personnes qui regardent les 3 premières secondes. On revient à la promesse qu'on avait dit, hein. Faire une promesse au téléspectateur et directement ensuite lui donner à manger en fait. Ouais, exactement. Mais là, c'est déjà sur les 3 premières secondes. Et par exemple, la publicité que j'ai lancée pour toi, pour le studio Vertical View, pour le studio de Vertical podcast. Studio, une autre studio de Vertical View, qu'on a plié en 2 heures sur l'idée comme ça, quoi. T'inquiète. Ouais. Cette vidéo-là, il y a 15% des gens qui regardent jusqu'à la dernière seconde. Des gens qui n'ont rien demandé, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est fou. On prend une pub, on la met devant des gens qui n'ont rien demandé, et les gens, 15% de gens la regardent jusqu'à la fin. Ouais. Et Cool, 15%, c'est énorme. Généralement, on est plus dans les 1 à 2%. Ok. Et vu que... Même, hein. Ah ouais, Quand même. Ah ouais, non, c'est vraiment élevé. Et vu que généralement, à la télévision, par exemple, les gens ils sont captifs, ils n'ont pas le choix de regarder ou non une publicité, ils doivent la regarder. Que par contre, sur les réseaux sociaux, on a le choix. Si on n'a pas envie de regarder une publicité, on la regarde pas. Mais quand tu as 15% des gens qui regardent une publicité de 30 secondes volontairement, c'est énorme. C'est absolument c'est phénoménal comme chiffre. Et pourtant, ils sont pas dans une salle de cinéma dans le noir après avoir payé 15 € leur place Ah ouais. et bien confortable dans leur siège. Ah oui, c'est ça aussi qui est différent, ouais. Ouais, là, tu te bats contre un pouce, hein. Ouais. Swipe. On se bat contre des pouces. Et il y a 15% reste jusqu'à la fin, c'est pas mal, ouais. Énorme. Et mais il y a un truc hyper intéressant que tu m'as dit par rapport aux pubs et la raison pour laquelle du coup tu fais appel à nous pour produire tes pubs. Ce que peu de gens comprennent, c'est que les publicités, elles sont pas en concurrence avec les autres publicités, mais elles sont en concurrence avec tout le contenu organique qui fait potentiellement des dizaines, des centaines ou des millions de vues. Et c'est typiquement le genre de vidéo, par exemple, que toi tu pourrais produire sur TikTok, que les gens vont adorer regarder. Les publicités, c'est avec toi qu'elles sont en compétition et c'est pas avec les autres publicités. Et du coup, une publicité doit être aussi captivante, aussi cool à regarder qu'une vidéo qui ferait naturellement des centaines de milliers de vues potentiellement. Et on se bat pour ça. Après, il faut pas réfléchir trop parce que littéralement, on deal du temps de cerveau humain, tu vois. Tu remplaces les 15% de gens qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout par du temps de cerveau qu'on a réussi à dealer. Bon, ça fait un peu peur, mais bon, tant qu'on est je pense, de bonne foi et qu'on est bienveillant par rapport au message qu'on véhicule, c'est tant mieux parce que clairement, c'est un peu un super pouvoir là, ce qu'on a là. Le fait d'arriver à faire du contenu. Vraiment, pour le coup, c'est assez impressionnant. J'avais eu du coup un appel avec une experte de chez Meta parce qu'on avait quand on investit beaucoup en frais publicitaires, à un moment, ils nous proposent des appels avec des experts pour encore mieux optimiser les campagnes. Et elle m'a dit que pour une campagne de collecte de dons, parce qu'elle n'avait pas compris que c'était pour ça, elle gère un peu partout en Europe, elle avait jamais vu ce chiffre-là, enfin un chiffre aussi élevé pour une campagne de collecte de dons. Ça, c'est normalement pour les entreprises. Ce qui démontre aussi, et je le voyais dans les statistiques, il y a, je pense, 7% des gens qui regardaient la vidéo de 55 secondes, je crois, jusqu'à la dernière seconde. C'est vraiment très élevé. Long, ouais. Surtout sur les réseaux. Hein. On se bat contre des pouces. Et du coup, vu que vous êtes entraîné à capter l'attention, moi après je dois concevoir la stratégie marketing globale, donc ça veut dire que le contenu publicitaire c'est juste une partie du parcours du client pour que tout soit hyper optimisé et du coup le contenu publicitaire que vous allez créer va permettre d'avoir le plus de gens qui vont suivre la suite de ce parcours. Après, le truc le plus cool, je trouve, c'est qu'on s'est jamais dit qu'on créait du contenu pour capter le plus d'attention. On a toujours essayé de rendre nos vidéos les plus cool possibles, en fait. Nous, on s'amusait à les faire et c'est peut-être pour ça que ça marche. C'est parce que nous, on le fait aussi par passion et par plaisir. La variable que vous essayez d'optimiser systématiquement, c'est le nombre de vues. Ça joue beaucoup. Et on a des fourchettes de satisfaction, on va dire. Ah, tu préfères quand même faire 200 000 vues ou 1 million de vues que de faire une vidéo qui fait 5 000 vues. Oui, mais c'est ça, du coup. Nous, à partir du moment où on arrive à taper 200 000 vues, entre 200 000 vues et 1 million de vues, ça va pas me changer grand-chose.
Après, bon, il y a vraiment des... quand tu tapes 4 millions, là, oui, c'est le truc, ou voilà, mais en termes de satisfaction, moi, quand ma vidéo, elle a fait 200 000 vues, mais c'est déjà trop bien, quoi. Si on a kiffé l'affaire et que la vidéo, elle tape 200 000 vues, c'est trop cool. Si elle en fait 700 000, c'est encore mieux, bien sûr, tu vois. Mais à un certain stade, c'est du bonus. En fait, ton message, il est passé. Et plus ça touche de gens, tant mieux, quoi. Mais c'est ce truc où, ouais, on a nos... Il faut pas être trop derrière la vue, en particulier, quand tu pètes un câble. Ouais. Nous, si on doit avoir comme métrique la vue et que sur une vidéo dans laquelle on a mis du taf, elle fait 10 000 vues, 10 000 vues, c'est déjà bien. Mais peut-être que celle d'après, du coup, avec tout ce qu'on a appris dans la première, elle va nous ramener 700 000 vues. Et voilà. Ouais. Mais du coup, plus tu fais de vues, plus ça veut dire que les gens ont apprécié parce que l'algorithme il va mettre en avant en fonction du watch time essentiellement. Et donc, plus les gens regardent jusqu'à la dernière seconde, plus il y aura de vues. Et du coup, vu que vous essayez quand même d'optimiser autant que possible, à minima, essayer d'avoir un grand nombre de vues, du coup, là où vous apprenez le mieux, c'est par essai-erreur surtout, comment faire pour capter l'attention jusqu'à la dernière seconde. Et après, quand on applique juste ça à du marketing, boum, ça donne des résultats assez exceptionnels. C'est trop cool. Il y a une phrase juste pour rebondir sur le côté algorithme avant de clore le chapitre. Qui change tout. C'est le meilleur conseil que je peux donner à n'importe qui veut faire des vidéos. C'est remplacer le mot algorithme par les gens. Ne dites pas l'algorithme ne montre pas ma vidéo, dites les gens ne regardent pas ma vidéo. Ouais. Ne dites pas l'algorithme n'a pas aimé le hook, enfin l'accroche, dites-vous les gens n'ont pas aimé l'accroche. Mais en fait, ça va vous permettre de vous responsabiliser par rapport au contenu que vous créez. En fait, en portant votre bagage vous-même, si ma vidéo n'a pas marché, ok, peut-être que votre compte est nouveau, peut-être que votre compte n'est pas particulièrement optimisé, mais ça n'empêche pas du fait que l'algorithme, c'est juste, on va dire, la réponse de la plateforme pour nous traduire le ressenti des gens. Ouais. TikTok ne peut pas nous dire voilà un rapport de ce que les 100 000 personnes ont pensé, qui ont laissé des commentaires. Non, ils vont dire voilà ce qu'on a appris sur 100 000 personnes. Et de ces 100 000 personnes, on l'a montré à 200 personnes. De ces 200 personnes à qui on l'a montré, tout le monde s'en battait les couilles. Donc l'algorithme ne va pas le montrer à d'autres gens. Tu vois, en fait, c'est les gens tu vois, qui est derrière l'algorithme. Donc c'est vraiment remplacer le mot algorithme par les gens et ça va tout changer. Et ce qui rejoint ce que tu dis, c'est surtout, et c'est un peu ce qu'on le fait pour nos vidéos, c'est de mettre autant d'énergie dans les 5 premières secondes que pour presque tout le reste. C'est très bien si vous avez mis des effets dans votre vidéo, mais si les gens ne sont pas captés et qu'ils n'ont pas dépassé la 10e seconde, ils verront pas votre travail et c'est dommage. Ouais, ça c'est marrant, c'est que je connais du coup quand même quelques autres vidéastes et il y en a certains où je vois qu'ils partagent énormément leurs vidéos, sauf qu'ensuite quand ils les partagent sur leur réseau, elles font juste pas de vues parce que les vidéos sont très bien en mode cinématique et tout, mais concrètement elles sont parfaitement inintéressantes. Et c'est vrai que là, si vous avez encore 2-3 conseils, déjà un conseil que je donnerais, c'est ne pas commencer, enfin vraiment se focus autant sur le corps de la vidéo que sur les 3 premières secondes. Ça, c'est les conseils à la MrBeast, mais genre c'est incroyablement efficace parce que la plupart des gens vont quitter une vidéo dans les 3 premières secondes. Et du coup, si on arrive déjà à garder cela, ça va augmenter le taux de rétention très très fortement sur tout le restant. Et aussi être très impactant dès les premières secondes. Mais là, peut-être que vous avez des meilleures idées plus convaincantes encore. C'est un peu ça que tu disais. En fait, Adam, c'est au début, tu fais une promesse dans les 3 premières secondes et tu as tout le reste de la vidéo pour répondre à la promesse. C'est vrai, ouais. C'est ça qu'on fait avec les vidéos d'un influenceur bruxellois. C'est apporter quelque chose aux gens, en fait. Regarde dans les vidéos de Vidal qu'on produit. Il dit clairement au début de ses vidéos on va passer un bon moment, regardez ici on rigole bien, là vous allez voir aussi qu'on mange bien et c'est la promesse qu'il lance au début de vidéo et les gens ils sont là pour regarder ça en fait. Et quand tu regardes la vidéo, le gars il rigole bien et il mange bien et c'est exactement ça à quoi tu t'attendais avec un petit truc en plus. Et c'est ça qui fait que les gens like, partagent et tout ça en fait. T'as assez pour te tenir en haleine jusqu'à le reste de la vidéo et en même temps on t'apporte des éléments en plus qui font que tu passes un bon moment. Bon les gars, encore quelque chose d'intéressant à partager avant de clore ce premier épisode. Partez toujours en tournage avec une carte SD et une batterie en plus. On sait jamais. On sait jamais. Prenez votre caméra aussi, ça peut aider. Et surtout, passez un beau moment sur vos tournages parce que c'est au final la personne et son authenticité et sa joie au final qu'elle peut apporter dans la vidéo qui va faire beaucoup. Et la technique, c'est pas si important que ça. N'oubliez pas de bien sauvegarder vos rushs avant de formater vos cartes SD. Appuyez sur filmer avant de dire action. N'hésitez pas à paramétrer votre caméra pour avoir l'encadré rouge, comme ça vous êtes sûr, parce qu'un contre-rec ça arrive vite. Un contre-rec, c'est quand tu dis couper et que ça commence à enregistrer. Tu te dis oups. Là, attends, c'est quoi la phrase typique que t'entends quand tu fais tu regardes le replay? Ah, elle était bien celle-là.
Mais elle était bien celle-là, mais on va essayer quelque chose d'un peu différent. Et c'est à ce moment-là où tu dis à ton client, nous, ça nous arrive, honnêtement, c'est le genre de truc qui t'arrive au début, mais t'apprends très très vite. Enfin, bon, on va encore en faire une par sécurité. Non, mais elle était bonne, ouais, mais. On va essayer quelque chose d'un peu différent. Ouais. Je sens que tu as plus d'infos à me donner. Essaye d'être plus énergétique dans celle-là et tu vas voir, c'est mieux. Et quand tu rentres du tournage, tu te rends compte qu'en fait, la seule partie que tu as enregistrée, c'est ce que tu viens de dire. T'enregistres quand la caméra elle se baisse. Et après, quand elle se relève, ok, on la refait, puis coupé. Quoi d'autre Alors, on n'a pas de partenariat avec, donc je peux le dire, mais les stabilisateurs type Ronin, surcotés. Ouais, en vrai. En vrai. En fait, c'est parce que sur les cams Sony et sur nos caméras, il y a la stabilisation active. Et moi, je cours avec ces caméras-là et on dirait qu'il n'y a pas de tremblement, comme si elle était sur un Ronin. Donc en vrai, la stabilisation active, ça marche très très bien. Et un Ronin, en vrai. Ça coûte cher. J'ai acheté le RS3 Pro on l'a sorti combo quoi quand il est sorti. 3 fois 3 fois. Vraiment. RS3 Pro, c'est pas une voiture, ça? Si, on n'a pas ça, on n'a pas encore. Bientôt. On l'a sorti 3 fois, dont 2 fois pour filmer des pattes. Ah ouais. Ah bah oui. Bah oui, vraiment. Ouais. Réglez le gain de votre caméra à 1 sur les Sony. Parce que de toute façon, elle saturera votre micro si elle est à 5 ou 10. Donc, mettez-le à 1, c'est bien. Ah, est-ce que tu peux dire aussi, avant de vraiment clore, du coup, on avait à des quel conseils, point hein. On n'a pas fini, non. Attends, avant de clore, ce que moi j'allais dire, à quel point c'est facile pour les gens de réserver le studio de podcast. Mais ça, c'est incroyable. Alors, ça, donc déjà, là on vous donne des conseils si vous voulez le faire vous-même. Parce que nous, notre but, c'est pas de vendre des vidéos. Si on a décidé de vendre des vidéos, c'est pour rendre accessible tout notre savoir-faire. On peut juste vous apprendre à les faire en écoutant ça. Mais si vous voulez venir les faire chez nous, dans notre studio, il faut savoir que l'outil de réservation a été développé en finesse. Et c'est les termes employés par Adri et sa boîte. Littéralement, en 5 clics, c'est réservé. Mais 5 vrais clics. Vous allez pouvoir voir le type de studio, à combien de personnes vous voulez venir, si vous voulez prendre du montage, la disponibilité et le paiement. Et c'est fait. Easy. Et ça, franchement, l'outil de réservation, il est incroyable. Donc, conseil que je vous donnerais, si vous voulez... Tiens, ça, c'est pour les gens qui auront écouté ton podcast jusqu'ici. Okay. Là, je vais créer 5 codes promo grâce à l'outil que tu m'as fait. D'ailleurs, il m'a fait un panel admin. Je vais créer 5 codes promo qui vont s'appeler... Alors, faut trouver un chouette truc, ça serait même peut-être le nom de ton émission. Initié. Qui va t'offrir, en fait... Je vais faire 5 codes actifs qui vont t'offrir le tournage et le montage essentiel de ta session de tournage. Si vous n'avez pas compris, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, il y en a que 5. Ça va très très vite. Ça va vite. Il y en a déjà plus que 4, je viens d'avoir la notif. Il y en a plus que ma jambe qui tremble. Je viens de réserver, il y en a plus que 3. Voilà, initié avec S. Ce sera le code qu'on vous met à disposition pour que vous veniez enregistrer votre épisode comme on l'a fait ici, littéralement. Et c'est quoi, c'est une réduc du coup? Ah, mais c'est un cadeau. Ah, c'est gratuit. C'est même pas donc là, c'est l'équivalent de, t'en as pour 1 heure de tournage à 139 € hors taxe du coût de l'heure. Okay. T'en as pour 199 € de montage essentiel hors taxe. Donc, t'en es à, de tête, 328 € hors taxe de cadeau. Ok, mais sauf que il faut, pour un utilisateur final, ça va être TVA comprise, donc c'est encore plus... si vous êtes business, venez, on fera peut-être affaire ensemble. Hein. Bon, autre conseil, mettez du noir quand vous allez sur vos tournages, ça fait pro. Ou alors du bleu marine. Bah oui. Perdu. T'es pas initié, toi, par exemple? Non. Arrivez à l'heure sur vos prestations, c'est important. À l'avance. Non, arrivez à l'avance. 15 minutes à l'avance, parce que... Une demi-heure à l'avance. Quand vous venez en bagnole, une demi-heure à l'avance. Ouais, même 45. Bloquez votre journée. Bloquez votre journée pour trouver une place de parking parce que c'est vraiment pas le plus simple. T'as récemment eu un petit problème avec ça, je pense. C'était il y a une semaine à Namur. Je suis arrivé 30 minutes à l'avance. J'ai vraiment passé 25 minutes à essayer de me garer. Donc t'étais 5 minutes à l'avance pour le client. Et j'étais quand même 5 minutes à l'avance pour le client. Voilà. Ah, j'ai aussi un autre conseil, c'est regardez bien si vous avez repris votre micro à votre client. Ouais, mais si t'es reparti avec 4 pots de sauce, là c'est pas important. L'un dans l'autre. C'est déjà bien niveau conseil, je pense. Ouais, c'est pas mal, hein. N'hésitez pas, on est disponible sur Instagram. Ah non, t'es chaud de te retourner. Genre, regarde le mur. Mais je comprends, la cam, elle est là. Mais... T'inquiète, regarde le mur. Okay. Voilà, vous pouvez faire un tour sur notre site internet, encore un peu, verticalview.eu. Il est là. Il est là. T'inquiète. Bon. Faites un tour sur notre site internet. Je ne comprends pas ce que tu voulais me dire, mais c'est pas grave. T'inquiète. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup, Adrien. Yes. Merci à tous les spectateurs, aux 70 spectateurs qui vont regarder jusqu'au bout. C'est déjà bien. Hein. Franchement, c'est déjà énorme. Il reste déjà plus que 2 codes promo là qu'on regarde. Et je vous dis probablement à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.